Bonjour à tous, ravi de retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée notamment en ce vendredi par la publication des indices d'activité en zone euro, les fameux indices PMI. La surprise n'a pas été bonne, avec notamment la contraction de l'indice PMI composite pour la zone euro, c'est-à-dire l'indice qui regroupe toutes les activités manufacturières, services, construction, etc. Et l'indice est retombé en dessous de 50 à 48,1 pour être précis, son plus bas niveau en 3 trimestres, et surtout ça traduit donc une potentielle contraction de l'activité en zone euro. Et quand on analyse en détail d'où vient cette contraction, on se rend compte que la situation, notamment en France, dans la partie des services, continue de se dégrader. L'épisode estival au mois d'août notamment, où on avait une belle expansion du PMI service, était surtout dû à l'effet Jeux Olympiques, et depuis la rentrée, on a vu ce PMI se dégrader, et il a continué de se dégrader au cours des dernières semaines, avec potentiellement le résultat de l'élection américaine qui compte là-dedans, parce qu'on voit aussi que quand on regarde du côté de l'Allemagne, il y a également eu une dégradation du PMI dans les services. Et alors l'idée n'est pas de dire effectivement que le marché, ou en tout cas on rappelle que les PMI sont des enquêtes auprès de directeurs d'achat, de chefs d'entreprise, sur leurs perspectives sectorielles, sur le niveau d'embauche, le niveau de fixation des prix, sur les carnets de commandes, sur la façon dont ils anticipent les mois à venir. Et donc c'est à la fois forgé par ce que ces entreprises voient de leur activité, mais c'est aussi un indicateur de sentiment. Et donc forcément que le résultat de l'élection américaine il y a quelques jours a influencé également ce sentiment qui était déjà pas terrible au niveau des indices d'activité en zone euro, et qui a accéléré la contraction notamment au mois de novembre, parce qu'effectivement le gros sujet, un des gros sujets de la semaine, il y en a eu d'autres, mais ça reste toujours cette incertitude finalement sur la politique commerciale qui sera menée par la nouvelle administration américaine, qui prendra ses fonctions en janvier. Et on voit que ça pèse sur l'ensemble des marchés. Quand on regarde les marchés actions en Chine par exemple, on voit qu'ils s'étaient un petit peu stabilisés avant l'élection américaine. Il y avait d'abord ce gros rebond avant l'élection en raison de toutes ces mesures de stimulation, ou en tout cas de soutien économique prise par la Chine, notamment sur le segment immobilier, sur la partie obligataire, etc. Ça s'était un petit peu stabilisé, donc les marchés avaient rendu une partie de leurs gains avant l'élection, c'était un peu stabilisé, et depuis l'élection, le résultat de l'élection américaine, on voit que les indices chinois sont repartis à la baisse. Ça c'est le signe très clair des craintes de nouvelles taxes sur les importations du côté des États-Unis. Et la zone euro, même crainte également de voir une politique commerciale durcie par la nouvelle administration. Et ça reste un sujet qui va probablement nous amener jusqu'au mois de janvier, ou peut-être avant si certains membres de l'équipe de transition de Donald Trump venaient être un peu plus précis sur leurs intentions par rapport à la Chine et à l'Europe. Mais sinon, il faudra effectivement attendre la prise de fonction, c'est-à-dire plutôt janvier. Et donc encore, on va dire, 2 mois à peu près d'incertitude du côté des futures politiques commerciales menées par la nouvelle administration. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a effectivement des marchés qui ont été assez peu, qui ont même pas mal baissé ce matin, mais il y a en revanche quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que on voit très bien que la situation en zone euro n'est pas bonne depuis pas mal de temps maintenant, à la fois par rapport à des questions de stress géopolitique, tout ce qui est Ukraine, et notamment l'escalade qu'on a eue cette semaine au niveau de l'Ukraine, avec une montée des déclarations guerrières, et en tout cas des mises en garde du côté de la Russie. Ça effectivement, ça n'a pas aidé les marchés non plus, avec notamment un impact sur les prix du gaz en Europe. Les prix du gaz naturel aujourd'hui en Europe, ils sont remontés dans la zone des 47-48 euros le mégawattheure, alors qu'en début d'année on était dans la zone plutôt des 25 euros le mégawattheure. Donc on voit que ça a quand même un effet à la fois sur les prix de l'énergie. Ça reste du coup un frein pour les perspectives en Allemagne, sachant que l'Allemagne, ça fait 2 ans qu'elle ne connaît pas de croissance, sachant que maintenant la France, avec les questions d'instabilité politique et budgétaire, participe aussi à ce contexte. Et finalement on voit que la charge, finalement, que le côté négatif en Europe l'emporte déjà depuis plusieurs mois maintenant. Et la question, c'est jusqu'à quand finalement, parce que si vous additionnez à ça la question commerciale avec les États-Unis d'ici quelques temps, sans oublier également les effets toujours négatifs du ralentissement économique chinois sur les balances commerciales, les exportations. On pense évidemment aux boîtes, au groupe du luxe en France notamment, mais aussi à des entreprises allemandes qui exportent par exemple en Chine. Donc tout ceci pèse dans la balance, et on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour l'instant, même si la BCE baisse ses taux. Simplement, il y a quand même eu sur la séance de ce vendredi des réactions que je trouve intéressantes. C'est-à-dire que autant ce matin ça a baissé sur les marchés actions en Europe après ces très mauvais PMI, mais dans le même laps de temps, ce qu'on a vu, c'est que l'euro a continué sa baisse,
Donc désormais l'euro, en l'espace de 2 mois, c'est 8% de baisse, 8% de baisse par rapport au dollar. Et également, on a vu que les probabilités pour une baisse de taux de 50 points de base pour la BCE au mois de décembre ont grimpé au-delà de 60% dans la matinée. Alors que juste avant la publication des indices PMI, on avait une probabilité pour 50 points de base de baisse de taux en décembre qui était à moins de 20%. Donc les mauvais chiffres européens catalysent de l'autre côté, les espoirs du marché de voir la BCE baisser plus fortement ses taux à la réunion de décembre. Et si vous ajoutez à ça également une baisse de l'euro, 8% de baisse donc en 2 mois, eh bien ça peut à un moment donné, il faudra quelques bonnes nouvelles pour ça, mais ça peut commencer à devenir à un moment donné un facteur de soutien pour les actions. Un euro moins cher, ça rend les actifs européens moins chers, donc ça peut intéresser certains investisseurs étrangers qui par exemple voudraient se repositionner un petit peu sur l'Europe à un moment donné, sachant que les multiples de valorisation sont désormais plus abordables. Si vous avez non seulement des marchés qui ont un peu baissé en Europe et en plus un effet devise qui s'ajoute à cela, eh bien ça rend les actifs européens peu chers et donc ça peut intéresser certains investisseurs pour revenir sur les actifs européens. Mais simplement ce qui manque pour ça, c'est des catalyseurs. Il faut quelques bonnes nouvelles ou un bon chiffre ou des déclarations de responsables européens ou pourquoi pas des déclarations de la Chine ou encore mieux peut-être des déclarations des États-Unis, peut-être dans cette période de transition politique qui pourrait donner un petit coup de pouce aux actions européennes. Mais aujourd'hui par exemple, ça me semble important parce qu'on a eu justement quelques déclarations du ministre des Finances allemand. Et évidemment, quand on regarde l'Allemagne, s'il y a bien un pays en zone euro qui peut ou qui devrait accroître son niveau d'investissement, non seulement pour soutenir sa propre économie, dont on rappelle qu'elle a une croissance zéro depuis 2 ans, et bien c'est bien un pays qui devrait faire quelque chose, c'est l'Allemagne, parce que le pays a la capacité d'investir, mais ça rejaillirait aussi sur le reste de l'Europe. Et évidemment que si l'Allemagne lancer un des programmes d'investissement de soutien plus importants, évidemment que les autres pays de la zone euro pourraient aussi du coup par des effets de dynamisation plus forte de l'Allemagne pourrait bénéficier par le jeu des échanges commerciaux de cette nouvelle dynamique. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, en début d'après-midi, aujourd'hui, le ministre des Finances en Allemagne a dit qu'il était nécessaire d'accélérer les investissements et que c'était essentiel pour la sécurité, pour la résilience économique et pour la croissance de l'Europe. Et il a aussi jugé que les charges administratives notamment étaient trop complexes par rapport aux standards internationaux. Donc on voit qu'il commence à y avoir une prise de conscience finalement que, notamment avec l'arrivée de Trump côté États-Unis, ou le retour de Trump plutôt, eh bien que l'Europe allait devoir changer les choses parce que la dynamique économique, la trajectoire n'est pas bonne. Et il a également dit, ce ministre, et je trouve une déclaration importante, alors il faut que ce soit suivi évidemment d'actes ensuite, mais il dit, pour reprendre de ses propos, nous devons nous assurer que les entreprises allemandes et européennes, il a bien précisé et européennes, trouvent les options de financement dont elles ont besoin ici en Allemagne et en Europe, au lieu de s'installer sur d'autres continents pour y croître et s'y développer. Et c'est ça effectivement un des mots de l'Europe, c'est que on ne manque pas de start-up, de gens brillants également qui montent des projets, qui créent des entreprises. Le gros problème qu'on a, c'est la croissance de ces entreprises pour parvenir à créer des géants qui peuvent rivaliser avec ce qu'on voit aux États-Unis. Et donc, il met le doigt, ce ministre des Finances allemand, mais j'ai envie de dire, c'est bien que ce soit le ministre allemand qui dise ça, parce que, encore une fois, s'il y a bien un pays qui peut faire de la relance et de la stimulation, c'est bien l'Allemagne. Et ou un pays aussi qui pourrait faire en sorte qu'à l'échelle européenne, des projets plus ambitieux soient également mis en place, c'est l'Allemagne qui a cette capacité-là aussi. D'autres peuvent le vouloir, mais si l'Allemagne met son veto, généralement, ça ne passe pas. Donc, je dirais que ces déclarations sont les bienvenues, et ça, on a vu que dans la journée, ces déclarations ont eu lieu, donc vendredi, là, vers 13h30, bien, on a vu que les marchés européens, le DAX, le CAC et autres, ont commencé à rebondir à ce moment-là. Donc, ça, c'est des phrases importantes. Sachant que ce ministre a également expliqué qu'il pouvait avoir des discussions sur le fait de pouvoir relever la capacité d'endettement de l'Allemagne, parce qu'on sait que c'est un problème aussi. On sait que la cour de Karlsruhe, par exemple, avait à un moment donné limité les ambitions d'endettement du pays et fixé des contraintes qui devaient être respectées. Donc peut-être qu'un des enjeux pour l'Allemagne, et sûrement des enjeux pour l'Allemagne dans les mois à venir, mais j'espère plus vite que plus tard, c'est d'arriver à effectivement mais sauf que comme la coalition est en train de se fissurer, c'est effectivement, on se dit que c'est pas le meilleur moment pour accélérer les choses, mais pour autant c'est la nécessité, c'est de parvenir à faire en sorte que l'Allemagne casse un petit peu cette espèce de plafond de verre de l'endettement et puisse aller sur des endettements un peu en mode États-Unis, c'est-à-dire exactement ce qu'a fait par exemple le président américain
pas au moment du Covid, mais ce qu'il a fait après, avec le plan infrastructure, le plan IRA notamment, ces plans très ambitieux qui sont à la fois des plans d'investissement, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'endettement pour de la dépense, c'est de l'endettement pour de l'investissement, qui crée de l'emploi, qui crée de l'implantation d'activités, de l'implantation d'usines, etc. Et c'est ça dont l'Europe aurait besoin pour aussi permettre de donner un accès plus important aux entreprises à des sources de financement et notamment pourquoi pas l'épargne privée, par exemple flécher un peu plus l'épargne privée. Il y a beaucoup d'épargne en Europe pour accompagner, pour financer le développement de ces entreprises. Donc je trouve ça intéressant et le marché l'a trouvé intéressant, ça aussi. On a vu que autant le début de journée c'était mal passé, autant à partir du début d'après-midi après ces déclarations, les marchés avaient un peu réagi. Ça c'est la première grosse actu. Ensuite on remarque, on parlait à l'instant des marchés qui commencent à pricer plus fortement les probabilités d'une baisse de taux plus musclée de la BCE en décembre. Et on voit en revanche que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un peu l'effet inverse qu'on a actuellement. C'est-à-dire que les statistiques sont tellement bonnes finalement ou résilientes ces derniers temps que les marchés pour les États-Unis et pour la Fed sont plutôt en revanche en train de dégrader les probabilités d'une nouvelle baisse de taux en décembre. Parce qu'on a encore vu aujourd'hui par exemple, cet après-midi, vendredi, un PMI d'activité dans les services, le PMI service, qui remontait à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis avril 2022 à 57, 56 ou 57, j'ai un petit doute, mais en tout cas un niveau de large croissance, de large expansion, et on sait que ça fait aussi écho à l'ISM Service qui lui aussi est ressorti il y a quelques semaines dans une zone à 56 sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis pas mal de temps également. Donc on voit que l'activité dans les services reste solide aux États-Unis et du coup c'est un peu déjà ce qu'on a senti de la part de Jérôme Powell la semaine dernière, quand il expliquait que la Fed n'avait pas d'urgence à baisser ses taux, et ces propos de Powell avaient été aussi finalement ou devancés ou repris ensuite par d'autres membres de la Fed, d'autres speakers de la Fed, qui ils sont au moins 4 ou 5 à avoir eu après les mêmes propos sur l'absence d'empressement de la Fed, même si beaucoup ont considéré que l'inflation continuait sa décélération, etc. Certains autres, en revanche, certains membres de la Fed, eux disent il n'y a pas eu de progrès sur l'inflation. Et effectivement, ces derniers mois, ces 3-4 derniers mois, quand vous regardez aussi bien la mesure d'inflation PCE que la mesure d'inflation CPI, notamment sous-jacente, et bien effectivement, ça fait 3 à 4 mois que sur ces deux mesures-là, il n'y a pas de nouveau progrès. Ça ne veut pas dire qu'il y a non plus un gros rebond, ça veut dire qu'il y a absence de progrès simplement vers l'objectif de 2%. Par exemple, l'inflation CPI sous-jacente est toujours à 3,3% et elle a même un petit peu rebondi ces derniers mois. Donc c'est ça que touchait du doigt très probablement Jérôme Powell la semaine dernière et d'autres membres de la Fed. Et du coup on voit que cette résilience des data américaines, ça lifte le dollar, ça fait rebondir les taux américains qui sont remontés cette semaine dans la zone des 4,5%, 90 points de base de hausse en l'espace de 2 mois. Eh bien ça questionne parce que d'un côté c'est le signe que l'économie américaine est toujours vigoureuse, mais de l'autre il faut aussi considérer que ça renchérit les coûts de crédit. Et on le voit, par exemple cette semaine, je prends un exemple concret, le taux d'emprunt à 30 ans sur le crédit hypothécaire aux États-Unis, il est remonté cette semaine à 6,8%. Il y a quelques semaines seulement, on était à 6,1%. Alors vous me direz, oui, bon, c'est pas 7 ou c'est pas 8 non plus, tout à fait d'accord, mais là, le raisonnement là derrière, c'est que quand les taux longs américains se retendent, eh bien vous avez aussi un effet sur les conditions de crédit immobilière aux États-Unis, donc ça retend les taux, ça fait rebondir les taux, également pour la partie des crédits conso. Et donc, si en plus la BCE, la Fed baisse moins ses taux que ce qu'elle avait pu anticiper en septembre, parce que depuis 2 mois, l'ensemble des données montre plutôt une résilience, et qu'en plus il y a la perspective de voir Trump appliquer des mesures de baisse d'impôts, de dérégulation, qui sont des mesures de soutien à l'économie qui pourraient lifter l'inflation, en tout cas l'empêcher d'aller vers les 3%, et bien la Fed peut tout à fait décider de ne pas baisser les taux en décembre ou de les baisser une dernière fois en décembre puis de faire une pause ensuite pendant plusieurs mois l'année prochaine. Et ça, est-ce que le marché en tient compte? C'est ça la question qu'on peut se poser quand on a des marchés actions US qui sont richement valorisés, qui ont... Pourquoi on dit qu'ils sont richement valorisés? Parce que notamment après la réunion de septembre de la Fed, la réunion de septembre, où il y a eu les dernières projections, eh bien le marché est anticipé 200 points de base de baisse de taux supplémentaires d'ici 2026. Et après toute cette série de données qu'on a eu ces 2 derniers mois, on est très probablement, les nouvelles projections de décembre, je pense, montreront qu'il y a moins de baisse de taux anticipées désormais d'ici 2026. Et les marchés actions, ça leur avait plu en septembre. Ils avaient grimpé déjà après cette réunion de la Fed, et ensuite le Trump Trade s'était mis en route en amont de l'élection américaine. Donc il y a eu une espèce de double propulsion comme ça des marchés, à la fois un effet Trump Trade et un effet donc anticipation que Trump allait donc être réélu, mais avant cela, dès la mi-septembre, le fait que la Fed ait eu un discours plutôt, on va dire, je dis pas accommodant, mais plutôt souple, laissant la place à de nombreuses baisses de taux à venir. Donc, à un moment donné, si ces baisses de taux sont moins nombreuses, il serait aussi assez logique que les marchés actions qui ont beaucoup grimpé à la suite de tout ça, eh bien,
disent attention quand même à l'effet des taux qui, s'il perdure trop longtemps, peut effectivement devenir restrictif pour l'économie et commencer à ralentir la croissance. Donc on en est là côté États-Unis. Cette semaine, on a également le résultat de Nvidia. Donc tout le monde en a beaucoup parlé, donc on ne va pas refaire un long laïus là-dessus. Simplement, on n'a pas vu de réaction particulièrement bullish, particulièrement haussière. La valeur monte depuis tellement de temps, elle a tellement habitué les investisseurs à exploser le consensus et exploser le consensus pour le trimestre suivant, que jusqu'à présent, ce n'a été que des hausses systématiques après les résultats. Mais cette fois-ci, on a observé plutôt un accueil relativement modéré, c'est-à-dire que pourtant, l'entreprise a battu le consensus a battu en termes de bénéfices par action, de chiffre d'affaires au T3, mais on a vu que sur la perspective pour le T4, eh bien, les prévisions de Nvidia pour son T4 sont à peu près les mêmes que que les prévisions des analystes en fait. Alors qu'habituellement, Nvidia avait des prévisions, ses propres prévisions qui étaient supérieures à celles des analystes. Donc ça a pu jouer effectivement, probablement que c'était ce qui fait que la valeur, même s'il y a eu derrière une baisse, puis une hausse, etc., mais on voit que c'est moins linéaire en tout cas qu'après les publications de résultats lors des trimestres précédents, et donc on sent un petit flottement quand même sur la valeur depuis la publication de ces résultats. Donc ça, il faut en tenir compte aussi, voilà, dans le sentiment un peu global de marché. Un des autres thèmes de la semaine, on l'a dit, c'est la géopolitique. Malheureusement, escalade géopolitique supplémentaire, enfin escalade en Ukraine, donc après que les États-Unis ont validé la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser les armes, les missiles ATACMS notamment, ces missiles à plus longue portée, de l'utiliser sur le sol russe. On a vu également que le Royaume-Uni a autorisé du coup l'utilisation des missiles Storm Shadow, et donc évidemment, assez logiquement, j'ai envie de dire, mais malheureusement la rhétorique belliqueuse est montée d'un cran. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une dernière poussée de fièvre avant l'ouverture de négociations, ou est-ce qu'on entre dans une phase qui va être malheureusement plus dangereuse d'un point de vue géopolitique à l'Est, et ça effectivement ce ne serait pas bon, donc évidemment malheureusement j'ai envie de dire, mais vu qu'on parle des marchés quand même, ce ne serait pas bon pour les marchés européens. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le dernier développement où chacun fourbit ses armes et montre le plus ses muscles avant de parvenir à une discussion qui s'ouvrira à un moment donné. Espérons que ce soit la deuxième hypothèse qui prévale, mais ça en tout cas l'environnement que nous avons actuellement sur la géopolitique, on a vu que cette semaine ça avait donc fait réagir les prix d'énergie, le gaz notamment, et ça avait pesé sur l'ensemble des marchés européens. Même si en cette fin de semaine ça a un petit peu rebondi, sur l'ensemble de la semaine c'était quand même une semaine particulièrement marquée par cette question géopolitique. Autre actualité de la semaine, ce sont les records également sur les actifs type Bitcoin. On frôle avec les 100 000 $ sur Bitcoin, avec toujours une question qu'on a le droit de se poser. À quel moment la reine des cryptos deviendra sensible à ce qu'on décrivait il y a quelques instants, c'est-à-dire un environnement où le dollar a beaucoup grimpé et où les taux ont beaucoup grimpé. Parce que considérer que c'est un actif qui peut avoir une trajectoire totalement décorrélée du reste, ceux qui avaient pensé ça en 2020 et 2021 ont vu en 2022, quand la Fed a massivement durci le ton à l'époque, qu'il y avait des forces de rappel, quand les taux grimpaient notamment. Et là, effectivement, on a bien compris que le Bitcoin avait grimpé par rapport à l'élection de Donald Trump, déjà l'anticipation, puis l'élection ensuite, mais que tout l'autre regard que pourraient porter les investisseurs, à savoir est-ce qu'on est sur un niveau de prix qui est justifié, quand on voit que l'or, par exemple, avait corrigé avant de rebondir un peu cette semaine, mais avait connu une correction de 8 à 9%. Le Bitcoin n'a jamais corrigé un seul instant, ou très très peu, après l'élection américaine. Donc la question c'est est-ce qu'on n'est pas aussi sur un phénomène un peu spéculatif, malgré le fait que ça puisse continuer à monter à moyen long terme. Ça, la question est moins là, c'est plus sur la vigueur du mouvement en l'espace de quelques jours, et à ce stade, la non-correction. À quel point le 100 000 $ est marque une forme d'attraction assez psychologique, et à quel moment on est aussi décorrélé un petit peu d'autres fondamentaux financiers, je pense aux taux et au dollar notamment, qui ont habituellement été des forces de rappel, notamment assez violentes en 2022 sur le Bitcoin. Donc voilà, on peut regarder ça évidemment de manière très... c'est spectaculaire ce qui se passe, ça questionne quand même sur finalement le côté un peu raisonnable du mouvement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération dans ce mouvement, et s'il devait y avoir correction, moi je pense que la zone 80 000 voire 75 000 serait les zones à privilégier, parce qu'il y a des niveaux techniques et parce que ça correspond à des zones, un petit peu de retracement qui pourraient s'opérer sur Bitcoin. Voilà ce qu'on pourrait dire pour cette semaine et pour les principales actualités. Rapidement, la semaine prochaine, en quelques secondes, lundi, on aura l'indice le climat des affaires en Allemagne, donc l'indice IFO. On aura mardi l'indice Case-Shiller, donc l'indice du prix des maisons aux États-Unis. Ça, c'est toujours important à suivre, sachant que c'est toujours l'inflation dans le logement aux États-Unis qui pose le plus de problèmes à la Fed. Donc on suivra ça avec attention.
l'inflation. Il y aura également des éléments sur l'inflation au Japon qu'on suivra mardi en début pendant la nuit notamment. Ensuite, mardi après-midi, confiance des consommateurs aux États-Unis, mesurée par le Conference Board. On aura également les ventes de logements neufs aux États-Unis. Mercredi, ce sera la deuxième estimation du PIB américain pour le troisième trimestre. Il y a déjà eu une première estimation publiée il y a quelques jours. Là, ce sera la deuxième estimation. La première était vigoureuse. Je l'ai plus en tête. On était légèrement sous les 3%, 2,8 de mémoire, je crois. Donc là, on aura une deuxième estimation, voir si ça conforte la première estimation. Mais c'était en tout cas très solide en termes de premiers chiffres. De première estimation pour la croissance américaine au troisième trimestre. On aura également le même jour donc les commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Attention, jeudi prochain c'est Thanksgiving aux États-Unis, donc jour férié. Donc on aura dès le mercredi des chiffres qui habituellement sont publiés le jeudi, et notamment les inscriptions au chômage. Cette semaine, attention, vous l'avez vu, cette semaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont touché leur plus bas niveau depuis le mois d'avril. Ça, c'est aussi des éléments qui ne poussent pas la Fed à être plus agressive dans ses baisses de taux, parce que le double mandat de la Fed, c'est emploi et inflation. Si l'emploi montre des signes de vigueur, en tout cas de bon maintien, et c'est le cas via ces inscriptions hebdomadaires au chômage qui ne cessent de refluer depuis quelques semaines, eh bien, argument supplémentaire pour ne pas que la Fed se précipite pour baisser les taux. Donc ça peut maintenir les taux 10 ans américains plutôt élevés, 1 dollar toujours élevé. Voilà, attention à un moment donné que les good news américaines, que les bonnes nouvelles ne deviennent pas des bad news. Good news is bad news. On a déjà eu un petit peu ça juste après l'élection américaine. Après des chiffres notamment d'indice de prix qui étaient plus importants que prévu. Donc voilà, attention à ces stats qui à un moment donné, si elles sont très bonnes pour l'économie, peuvent aussi du coup lifter les taux des dollars, et ça peut à un moment donné devenir un problème. On aura aussi mercredi gros rendez-vous, là, rendez-vous majeur. Ce sera une très grosse journée mercredi après-midi. On aura les chiffres d'inflation PCE aux États-Unis, la mesure préférée de la Fed. Donc ça, attention, ce sera mercredi après-midi. Et le soir, on aura les minutes de la Fed. Vous voyez, vraiment énorme journée mercredi, notamment mercredi après-midi. Jeudi, Thanksgiving, donc jour férié aux États-Unis. On aura quand même en Europe l'inflation en Allemagne, ainsi que les ventes au détail en Allemagne. Et puis vendredi, on aura les chiffres d'inflation pour la zone euro. Donc on verra du coup si ça ouvre la porte effectivement une grosse baisse de taux en décembre ou pas. On rappelle quand même que l'inflation sous-jacente en zone euro est toujours dans la zone des 2,7, 2,8. Donc voilà, il faut quand même voir, mais c'est sûr que d'un côté, quand on voit les indices PMI, c'est vraiment pas très rassurant. Donc évidemment que que la BCE baissera ses taux, mais la question d'une baisse de 25 ou 50 points de base, ça va aussi dépendre probablement des chiffres d'inflation, notamment d'inflation sous-jacente que nous aurons publié vendredi prochain. Voilà ce que nous pouvons dire pour ce petit récap hebdo. Très bon week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.